Chers internautes, bonjour, bonsoir. C'est le Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane. Aujourd'hui, dans le prolongement de notre première vidéo faite pour expliquer la réalité de la confrontation au Mali, où sont en jeu des privations, des interdictions de partis politiques, de syndicats, et notamment concernant le lot tribut que paie la population musulmane dans ses droits, où on va dire où des imams sont obligés de s'exiler. Nous avons le cas de l'imam Diko. Nous avons aussi l'imam Ouattara qui soutenait cette perspective intéressante de l'AS par rapport au mouvement multipolaire qui a mobilisé la population musulmane, a fait le tour des mosquées dans le pays pour demander de soutenir la transition. Aujourd'hui, il se désiste à cause de la déception, de la mauvaise gouvernance des dirigeants du Mali. Donc, dans la continuité de cette première vidéo, cette vidéo-ci, elle rentre toujours dans le cadre de la défense de l'image du monde multipolaire auquel nous tenons tant, parce que nous avons dit que les peuples afro-asiatiques et les peuples du tiers-monde, ils ont un grand espoir sur les alternatives qui se présentent pour sortir du système occidental. C'est la reconstitutionnalisation des sociétés majoritairement musulmanes et notamment aussi le mouvement multipolaire. Donc, la défense du monde multipolaire, à notre avis, est nécessaire lorsque c'est un grand espoir pour l'humanité pour sortir comment dirais-je, du modèle occidental, modèle en décadence, la social-démocratie, et c'est pour cela que nous devons intervenir pour défendre l'image du monde multipolaire et de manière à ce qu'il y ait des correctifs et pour ne pas associer les éléments de mauvaise gouvernance, la dictature, les excès de l'extrémisme racialiste au monde multipolaire. Parce que il y a deux alternatives intéressantes pour les sociétés à majorité musulmane, c'est l'islam et l'avènement du monde multipolaire pour sortir du système, on va dire le système des idéologies coloniales et néocoloniales. Donc nous allons parler aujourd'hui, après le Mali, de ce que nous savons des propagandes autour du Burkina Faso et ceux qui orchestrent ces propagandes. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a des problèmes, il faut intervenir de manière efficiente pour régler le problème, que ce soit au Burkina Faso ou au Mali. Mais lorsque un déferlement de propagande cherche à masquer les vrais problèmes du Burkina Faso, ça devient très dangereux pour pour le monde multipolaire, puisque l'accumulation de ces erreurs ces erreurs peuvent conduire à la chute de cet espoir du monde multipolaire, comme on a vu la chute de l'URSS à cause des excès du stalinisme, etc., etc. Donc le monde multipolaire est en danger à cause de la mauvaise gouvernance de certains qui desservent le mouvement multipolaire tout en y participant. C'est le cas du Mali et c'est peut-être, nous verrons,
le cas du Burkina Faso. Mais comme nous sommes des chercheurs, c'est le Centre islamologique africain caribéen, nous nous basons sur des éléments d'information. Et à propos du Burkina Faso, nous allons faire parler quelqu'un qui connaît bien le Burkina Faso, et à partir de son témoignage, nous allons introduire un petit peu cette présente vidéo pour la défense du monde multipolaire. Donc voilà cette vidéo. Les casernes là sont attaquées tous les jours. Aujourd'hui, il y a des attaques. Un peu partout, il y a des villages. Tu peux arriver à quelque part. 20 à 30 villages. Il n'y a personne. Il n'y a même pas d'une vie humaine dans 20 à 30 villages au Burkina. Il y a des villages, tu arrives. Tu as 60 villages. Il n'y a personne dans le village. Il y a seulement que des animaux que les gens récupèrent. Est-ce que des gens savent ça? Ils ne savent pas. Puisqu'on empêche le peuple d'être informé. Est-ce que vous voyez? Donc, les gens apprécient le Burkina sur la base de vos mensonges. Il y a des gens qui ne savent même pas que le Burkina n'existe que dans deux villes seulement. Ouaga, Koutourou et peut-être Bobo. Le Burkina n'existe que Ouaga, Koutourou, Bobo. Il n'y en a plus. Les casernes là sont attaquées tous les jours. Aujourd'hui, il y a des attaques. Un peu partout, il y a des villages. Tu peux arriver à quelque part. 20 à 30 villages. Il n'y a personne. Il n'y a même pas d'une vie humaine dans 20 à 30 villages au Burkina. Il y a des villages, tu arrives. Tu as 60 villages. Il n'y a personne dans le village. Il y a seulement que des animaux que les gens récupèrent. Est-ce que des gens savent ça? Ils ne savent pas. Puisqu'on empêche le peuple d'être informé. Est-ce que vous voyez? Donc, les gens apprécient le Burkina sur la base de vos mensonges. Il y a des gens qui ne savent même pas que le Burkina n'existe que dans deux villes. Donc, chers internautes, pour poursuivre notre émission, nous précisons que nous sommes le Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane. Je suis alias Mahmoud Barka Makandal, un responsable chercheur du centre, et nous sommes tenus en tant que Caribéens, par rapport à notre attachement à l'évolution du monde multipolaire en Afrique et de l'islam, d'informer de manière efficiente les Caribéens, parce que comme vous avez compris, il y a une flopée de propagande qui, sur les réseaux sociaux, YouTube, etc., risque de créer la confusion. Et nous pensons que, comme nous Caribéens, en tant que souverainistes, pour ceux qui le sont la plupart, les militants, et nous-mêmes, en tant que souverainistes et musulmans, nous devons informer des deux côtés. Nous devons informer la population caribéenne, c'est-à-dire le peuple, et nous devons informer les communautés musulmanes qui sont mal informées pour plusieurs raisons. Nous n'allons pas rentrer dans les détails. Mais nous avons, comment dirais-je, traité dans une première vidéo le cas du Mali, et vous voyez maintenant c'est un grand déficit pour le monde multipolaire que aujourd'hui les populations maliennes demandent à bas la dictature et se positionnent contre des dirigeants qui ont procédé à comment dirais-je, un pronunciamento militaire, c'est-à-dire un coup d'État, et qui aujourd'hui, comment dirais-je, se refuse de faire des élections, se refuse du pluralisme et préfère se maintenir par la force, comme au Burkina pour 5 ans, et au Mali, cette tentative est stoppée par le peuple qui dit « à bas la dictature, vive la démocratie ». Nous n'allons pas dire démocratie, mais suivant la terminologie musulmane, nous dirons le pluralisme, parce que le pluralisme est conforme aux institutions
de la société musulmane. Donc, pour éclairer un petit peu cette intervention, nous avons eu l'efficience de répondre à un youtubeur haïtien qui, avec sa télé, Zin Immigrant, qui, nous semble-t-il, était victime de cette propagande sur le Burkina Faso, et nous allons dire d'où vient cette propagande, et nous allons vous donner un petit aperçu de la réponse rapide que nous avions fait à ce youtubeur haïtien pour l'informer. Nous lui disons que nous en avons assez des intoxications, des montages pour endormir les masses. Parce qu'en réalité, le peuple subit un calvaire au Burkina Faso, où on tue au Burkina Faso, on enlève des humains, on fait disparaître des Africains, des musulmans aussi, des Africains, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, notamment des Peuls. On pousse à l'exil des dirigeants, comme c'est le cas du Mali. On réduit au silence par la répression des imams, et nous avons vu qu'au Mali, il y a une volonté d'interdire les syndicats et les partis politiques. Or, nous savons que c'est un grave problème parce que le mouvement multipolaire ne peut pas être en rupture avec le mouvement des ouvriers du monde, des ouvriers, des paysans, qu'on appelle l'internationalisme prolétarien. Donc, c'est beaucoup trop. Le Mali se met à dos l'Algérie, le Mali se met à dos beaucoup d'institutions en Afrique et dans le monde, et maintenant il se met à dos le mouvement prolétarien international qui réunit les travailleurs, les paysans, les intellectuels, et c'est beaucoup trop, et cela porte atteinte à l'image du mouvement multipolaire qui doit être une alternative à la social-démocratie occidentale décadente. C'est pour ça que nous avons dit que nous avons informé ce journaliste haïtien pour lui dire que tout ce que je viens de vous dire, on utilise la justice au profit de la dictature, et nous avions appelé cela du prigoginisme. Et nous avons vu que lorsque Prigogine portait atteinte à l'image du monde multipolaire, vous avez vu comment parce que la nature réagit, comment la nature s'est débarrassée de Prigogine. Donc par conséquent, tout ce qui porte atteinte à ces deux éléments qui doivent se solidarité pour apporter des éléments de changement pour un monde nouveau, c'est-à-dire l'islam comme alternative et le monde multipolaire, eh bien tout ce qui se met en travers, qui porte atteinte à l'image, eh bien les peuples doivent s'en débarrasser. Et nous avons l'exemple du Mali qui dit à bas la dictature, comment dirais-je, vive le pluralisme, vive le droit d'expression, et en ce sens que comme nous avons dit, que c'est une nécessité parce que la science politique, la politique n'est pas un jeu, la politique c'est sacré, la politique vient, comment dirais-je, des sentences prophétiques et divines, la bonne politique, et par conséquent, il n'y a pas de raison de se voiler la face. Il faut dire la vérité. Et il faut se débarrasser de toute image négative qui pourrait porter atteinte à ces deux facteurs de changement d'avenir pour l'humanité, c'est l'islam et le monde multipolaire. Et donc, actuellement, nous sommes dans une réalité trompeuse. Parce que, et c'est pour ça que nous devons informer pour que l'opinion sache comment et pourquoi il y a toute cette flopée de propagande autour du Burkina Faso, où nous avons dit que ça va mal, et ça va très mal, et ça nous tient à cœur, et ces propagandes visent à tromper
tromper l'auditeur, tromper l'opinion et sur le Burkina Faso. Et il y a des complices dans ça parce que il y a des gens qui sont payés, des youtubeurs pour cela. Et donc, il faut savoir aussi que le Burkina est ravagé et on entretient au sein même de la population, alors qu'on manifeste dans certaines villes aux États-Unis, en Europe et dans certaines villes d'Afrique, eh bien, la population du Burkina Faso, comme on vous a dit, c'est même pas ce qui se passe, puisque toutes les villes du Burkina Faso sont atteintes par le djihadisme, sont occupées. Il reste 2 villes, c'est Ouagadougou et Bobo. Et donc, par conséquent, on masque une réalité qui nous empêche de comprendre que, comme au Mali, il y a une mauvaise gouvernance au Burkina Faso. Nous n'allons pas nous donner de nom, mais l'auditeur, l'internaute doit se retrouver. Donc, c'est du pareil au même, parce qu'il faut savoir que l'or et les richesses de certains pays africains, où il y a des dictatures, eh bien, ces richesses servent à financer grassement des lobbies en Europe, aux États-Unis, alors que le peuple, il est opprimé, que les dirigeants sont victimes, et l'argent, l'or, sert à faire du lobbyisme. Et derrière ça, il y a ce qu'on appelle le racialisme. Nous allons expliquer qu'est-ce que c'est que le racialisme. Le racialisme qui n'est pas le panafricanisme vrai, mais qui est un néo-panafricanisme qui a été introduit justement pour essayer par les oligarchies, pour empêcher le processus pour remplacer par la lutte des races, la lutte contre le système de l'oppression capitaliste et impérialiste, parce qu'il faut savoir que le mouvement anticapitaliste propose des nationalisations des biens des oppresseurs, la réforme agraire, la confiscation des biens mal acquis et tout un programme que le prolétariat, les ouvriers, les travailleurs préconisent, et ça rentre aussi dans le projet de justice de l'islam. Donc, par conséquent, les oligarchies, après les défaites qu'ils ont reçues en Afrique du Sud contre le colonialisme de l'apartheid, et qu'ils ont reçu des défaites face au colonialisme portugais en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau, qui étaient soutenus par les pays du Sud, les pays afro-asiatiques musulmans, qui ont assuré la logistique, le financement, le soutien diplomatique, parce qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée générale de l'ONU, et que ce mouvement-là devait se retourner contre l'État sioniste d'Israël. Donc, il faut savoir que les oligarchies ont travaillé sur 2 plans. Premier plan, essayer de pousser les pays afro-asiatiques à faire une fausse paix avec Israël et à reconnaître l'État sioniste. Et deuxièmement, pour pouvoir couper le robinet de l'aide des mouvements des pays afro-asiatiques qui soutenaient le mouvement de libération, et notamment vous avez que les Cubains, ils ont envoyé 300 000 Antillais pour libérer l'Angola, le Mozambique, la Guinée-Bissau, l'Afrique du Sud, et donc ça ne pouvait pas continuer, et c'est pour cela que on a introduit à la place du mouvement anticapitaliste, un mouvement racialiste qui ne porte pas préjudice aux intérêts du capitalisme. Donc le néo-panafricanisme donc un courant racialiste qui est né des oligarchies liées à la franc-maçonnerie noire aux États-Unis, au Black Schreiner, comment dirais-je, au mouvement, c'est-à-dire de Prince Hall, tout ça, des déviations qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui rentrent dans le racialisme. Eh bien, l'argent des pays africains servira à faire du lobbyisme, et notamment les richesses parce que les dictateurs ont besoin de se protéger
tant au Mali qu'au Burkina Faso. Et donc, on va introduire à la place du mouvement des combattants de la liberté, de Thomas Sankara, de Amilcar Cabral, de Patrice Lumumba, de Che Guevara, de Fidel Castro, qui étaient dans une dynamique anticoloniale en Afrique. On va remplacer ça par des mouvements de la lutte des races. Et donc, la lutte des races est incarnée par l'afrocentrisme, qui est un faux panafricanisme, qui dit afrocentrisme, dit aussi kémitisme, qui sont des déviations racialistes, puisque vous savez que les kémites disent que ils ont des théories du Grand Israël. Ils disent que les pays du Maghreb, depuis le Maghreb, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, jusqu'à l'Euphrate, ce sont des terres qui appartenaient à leurs ancêtres pharaons noirs. Ça veut dire ces racialistes, dans leur messianisme, comment dirais-je, pharaonique, ils reprennent à leur compte la théorie du Grand Israël, puisque c'est pour cela que nous les avons appelés ces néo-panafricanistes, des sionistes noirs. Et donc, parce que effectivement, cette idéologie racialiste tient son essence de la déviation judéo-talmudo-maçonnique du peuple élu blanc, et donc qui doit dominer le monde parce que, etc. Et donc, il y a cette théorie du sionisme noir, comment dirais-je, le peuple élu noir qui doit dominer le monde, et que le monde est divisé en deux, les leucodermes, les caucasiens, et les super-hommes qui sont ceux de la mélanine. Tout ça, ce sont des théories racialistes comme celle de Goebbels, etc., etc. Et donc, par conséquent, voilà derrière tout cela, ce qui se passe au niveau de l'Afrique. Donc, l'or et les richesses des pays de l'Afrique, alors que les peuples croupissent dans la misère et l'oppression, financent des lobbies. Et quels sont ces lobbies? Ce sont les lobbies du Parti démocrate américain. Parce que vous savez que les démocrates n'ont plus le pouvoir aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que nous sommes d'accord avec les républicains, qui c'est kiff-kiff, mais il faut savoir que, suivant un article de René Naba, depuis les années 1800, il y a des théoriciens sionistes comme Spencer qui ont travaillé sur la jonction du panafricanisme et du sionisme, et Spencer, et il y a aussi Golda Meir, qu'ils ont essayé au niveau du Parti démocrate américain, qui a une majorité aussi de noirs, on va dire des sionistes noirs, il faut le dire, qui s'étaient engagés dans un processus de jonction du sionisme et du panafricanisme. Et c'est le Parti démocrate américain qui a orchestré cela, mais cela a échoué lors des mouvements de libération, la lutte contre l'apartheid, la lutte contre le colonialisme portugais, parce que les Noirs américains ont compris que, en fait, le sionisme était du côté de l'Afrique du Sud, et les pays occidentaux étaient du côté de l'apartheid et du côté d'Israël. Donc, mais ils ont essayé d'utiliser le mot d'ordre de Marcus Garvey, Back to Africa, pour dire aussi, pour traduire ce mot d'ordre Back to Africa comme retour à Sion. Donc cela a échoué, mais il n'en demeure pas moins que le Parti démocrate américain, qui a passé plus de 50 ans à lancer des guerres dans le tiers-monde, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, eh bien, ce Parti démocrate orchestre à partir de ces réseaux, comme vous avez vu, il y a une levée de bouclier contre Trump qui a été élu. Nous n'avons rien à faire avec Trump, mais nous vous disons qu'il y a des réseaux du Parti démocrate aux États-Unis, en Europe et en Afrique, qui bénéficient de l'or et de l'argent de l'Afrique pour faire de la propagande. Donc, il faut dire qu'il y a une alliance entre ces démocrates et des antécédents, comme on a signalé l'article de René Naba, jonction du panafricanisme et du sionisme, qui avait échoué dans les années 1900-1800. Mais il n'en demeure pas moins que le Parti démocrate a ses réseaux aux USA, en Occident, dans la diaspora, et comment dirais-je, c'est ce Parti démocrate avec ses lobbies, notamment les Black Lives Matter, parce que ce n'est pas nous qui le disons, parce que des observateurs indépendants disent que le Black Lives Matter et certains mouvements qui se réclament soi-disant de la défense noire, le Black Lives Matter, ils sont financés par des lobbies, comme les lobbies des oligarchies Soros, etc.,
pour mener ce qu'on appelle des printemps arabes. Les printemps arabes. Donc, le Black Lives Matter, le Parti démocrate, les Américains, ils veulent déclencher un printemps africain et à travers cela, c'est les peuples opprimés qui sont victimes de cette propagande et qu'il y a pas mal de désœuvrés, de youtubeurs qui ne vivent que de YouTube, qui reçoivent aussi des dividendes de cet argent et qui se mettent sur la toile à faire de la propagande. Et donc c'est pour cela que effectivement nous devons mettre les choses au clair, parce que tout ce qui risque de faire chuter le mouvement multipolaire comme a chuté l'URSS, c'est préjudiciable. Donc il y a des problèmes à régler en Afrique. Il faut régler ces problèmes de gouvernance. Il faut résoudre ces problèmes de pluralisme. Il faut sortir des dictatures. Et il faut montrer le vrai visage des tyrans qui surfent sur le mouvement multipolaire, et que par conséquent, le prétexte qu'un général yankee, impérialiste américain, ait menacé le Burkina, eh bien, le peuple burkinabé n'a pas besoin de général pour défaire pour résoudre ces problèmes et défaire ces dictatures, parce que il faut savoir que ce sont les peuples qui font la révolution. Il y a cette mauvaise gouvernance au Burkina qui ne peut pas gérer depuis l'accession au pouvoir des consorts, qui ne peut pas gérer l'insécurité, et les djihadistes sont à 200 km. Ces mêmes djihadistes qui sont en conflit avec un grand pays qui les a aidés, eh bien, ces mêmes personnes-là, eh bien, ces mêmes personnes sont, comment dirais-je, qui font de la propagande. Ils ne disent pas que les djihadistes sont à 200 km de Ouagadougou et que toutes les villes et villages sont occupés. Il reste 2 villes accessibles, c'est Ouagadougou et Bobo. Donc, c'est pour défaire toute cette propagande que nous avons fait cette émission, pour dire aussi que l'incapacité militaire des consorts au pouvoir les a emmenés à créer ce qu'on appelle les VDP, c'est-à-dire des milices armées. Et ces milices armées, qui sont victimes des coups de boutoir des djihadistes, eh bien, ils se vengent sur la population. Et donc, une vengeance lâche et facile parce qu'ils massacrent des populations dans les villes, sans discernement, des femmes enceintes ou non, des vieillards, des bébés. Et il y a des organisations de droits de l'homme arabes qui ont fait état dans la presse, les médias occidentaux, de ces massacres. Et même les djihadistes ont démontré aussi, c'est paradoxal, les massacres qui ont été commis par l'armée du Burkina et aussi les VDP qui, face à leur défaite, se vengent. Donc tout cela, il faut le savoir, et on ne peut pas masquer cela, parce que ce n'est pas, masquer cela n'est pas défendre l'éthique et l'image du mouvement multipolaire qui est menacé par la mauvaise gouvernance, et d'ailleurs, Human Rights Watch a parlé de ces massacres, et que cette propagande ne cache pas, ne masque pas la réalité, parce que la réalité est là au Burkina. Et demain, il ne faudra pas se plaindre que, comment dirais-je, que la CPI intervienne. Il ne faut pas se plaindre qu'il y ait, ah oui, on dira, on ne savait pas qu'il y avait ces massacres, on ne savait pas qu'il y avait ces charniers, etc., etc. Et donc, il sera trop tard. Donc, je disais à ce journaliste que vous vous trompez, les informations ce que vous donnez sont erronées sur l'Afrique, parce que vous n'avez pas d'informations. Et d'ailleurs, nous disons à ce journaliste haïtien, est-ce que ce ne sont pas les démocrates Clinton qui va acheter Haïti pour mettre Haïti aussi
dans l'insécurité pour distribuer des armes, pour mettre... parce qu'il y a des richesses en Haïti, il y a du lithium, il y a du pétrole, il y a de l'or, etc., etc. Donc, c'est pour ça que nous excusons ce journaliste haïtien, parce que ils ne sont pas informés et le flopé de la propagande trompe son homme. Par conséquent, nous disons que cette propagande qui est faite autour du Burkina Faso, autour de personnes faibles, infortunées, qui font le buzz, eh bien, ils n'auront jamais, au grand jamais, le prestige des héros comme Amilcar Cabral, des vrais panafricanistes, comme Nelson Mandela, comme Patrice Lumumba, comme Thomas Sankara, comme Che Guevara, comme Fidel Castro, qui étaient des vrais panafricanistes combattants. Et nous disions que ceux qui ont besoin d'adorer des idoles que fabrique la propagande du Parti démocrate autour de consorts, eh bien, qu'ils adossent leurs idoles. Mais il ne faut pas, comment dirais-je, il ne faut pas nous prendre pour des idiots. Et cette propagande, effectivement, elle est orchestrée à haut niveau. Et c'est pour cela que nous devons faire cette intervention pour défendre l'image du monde multipolaire comme alternative qui est liée avec l'alternative aussi de l'islam. Parce que aujourd'hui, vous avez vu que le monde multipolaire rassemble la majorité des pays de la lutte sud-nord, des pays afro-asiatiques qui sont majoritaires, musulmans majoritaires, et qui sont majoritaires à l'Assemblée générale de l'ONU. Et donc, par conséquent, ce sont ces mêmes mouvements, ces mêmes pays musulmans qui ont soutenu la lutte contre l'apartheid, la lutte contre le colonialisme portugais, et c'est pour cela que les oligarchies ont cherché à dévier cette aide-là, en menant certains pays à faire un traité de paix avec Israël et renouer des relations diplomatiques. Donc c'est pour savoir que la lutte dans le tiers-monde, elle est liée à tout cela. Et c'est pour éclairer les Caribéens qui soient au peuple, c'est-à-dire dans la Caraïbe, vous avez en Amérique du Sud, vous avez 600 millions d'habitants, toutes confondues. Amérique du Sud et Caraïbes, vous avez 600 millions d'habitants. Sur ces 600 millions d'habitants en Amérique du Sud, vous avez 18 millions de musulmans arabes, la diaspora centenaire en Amérique du Sud. Et en comptant les musulmans d'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, vous pensez, il y a dans la Caraïbe à peu près plus de 60 millions de musulmans. Parmi ces 600 millions, donc il faut dire que le Suriname, c'est un pays caribéen qui participe à la conférence islamique, vu l'importance de sa population, et aussi le Guyana de Georgetown. Et donc, et aussi dans la Caraïbe, il y a une importante communauté musulmane. Donc, nous devons mener une information des deux côtés parce que l'information, la propagande est très nocive, et c'est pour ça que dans cette défense de l'image du monde multipolaire et de l'islam, menacé par la mauvaise gouvernance dictatoriale qui détruit cette image du monde multipolaire et de l'islam, qui est une image, il y a une attente des peuples du tiers-monde, des peuples afro-asiatiques musulmans, sur la réussite, le succès de l'islam et le succès de son allié, le monde multipolaire. Et donc, c'est en Afrique de l'Ouest, le monde des travailleurs, des partis politiques est en jeu, et y compris le sort de la population musulmane qui subit les mêmes travers, les mêmes exactions. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'il y a pilote dans l'avion au Burkina Faso? Est-ce qu'il y a pilote dans l'avion au Mali? Puisque les populations protestent contre l'interdiction des partis politiques, l'interdiction des syndicats, les ouvriers, les travailleurs qui sont liés au mouvement prolétarien international
Et donc, c'est un gros problème. C'est un gros problème que ces mauvaises gouvernances sont en train de chercher pour le compte de leur pays, qu'ils devaient normalement bien gérer, puisqu'ils sont en conflit avec l'Algérie, ils sont en conflit avec tout le monde, et ils rentrent en conflit avec le grand mouvement international de prolétariens, des ouvriers, des paysans, des étudiants, parce qu'ils portent atteinte aux libertés. Et le monde musulman, l'islam, au Burkina, au Mali, subit les mêmes travers que les travailleurs, les ouvriers qui sont privés de leurs droits par des jeunes. Donc, ce sont des gens, c'est pour ça que nous avons dit que ce sont des gens qui sont dans le conflit. Et le panafricanisme n'est pas dans le conflit. Le panafricanisme est dans la résistance. Ce sont des combattants qui ont lutté, qui ont résisté contre l'apartheid, résisté contre le colonialisme portugais, mais ils n'étaient pas dans le conflit. Tandis que le mouvement racialiste, afrocentriste, kémite, néo-panafricaniste, ils sont dans le conflit. Ils font du bluff, des fake news dans la propagande. Et cette propagande, c'est beaucoup, parce que quand on est en conflit avec l'Algérie, le Bénin, la Côte d'Ivoire, quand on regarde sur la map Google et on regarde les frontières du Burkina Faso, la seule frontière sécurisée du Burkina Faso, c'est la frontière avec la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays stable, qui a une économie stable, qui rentre pas dans, on veut pousser la Côte d'Ivoire dans l'AES. C'est pour ça qu'il y a une propagande pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, pour que des gouvernements, des juntes puissent prendre le pouvoir au Bénin et prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire pour renforcer l'Alliance du Sahel. En réalité, il y a différentes frontières avec le Burkina. Toutes ces frontières sont perméables parce que les djihadistes y ont accès. Et la seule frontière protégée, c'est celle du Burkina Faso, c'est celle de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso avait conclu, tellement la frontière issue, elle avait conclu des accords avec la Côte d'Ivoire pour se sécuriser. Et à cause de l'influence de la propagande des néo-panafricanistes, on veut mener une propagande mensongère contre la Côte d'Ivoire. C'est pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, pour essayer de créer un coup d'État en Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit associée à l'Alliance des États du Sahel. Et donc, par conséquent, il faut comprendre que au-delà de la propagande, il y a une réalité, c'est seulement et la Côte d'Ivoire accueille plus de 50 000 Burkinabés qui fuient le Burkina. On leur donne l'asile, on leur donne tout ce qu'il faut sur le plan humanitaire. Et vous voyez que la propagande, elle n'a pas de limite. Et c'est pour cela que nous disons que protéger l'image du monde multipolaire, c'est protéger l'Alliance des États du Sahel qui s'est inscrite au Mali et au Burkina Faso. Je ne parle pas du Niger parce que la situation est assez stable. Qui se sont inscrits, ces pays-là, Mali, dans le monde multipolaire, et que par conséquent, l'événementiel nous montre qu'il y a une déficience en matière de gouvernance qui fait que il y a une répression des partis politiques, une répression musulmane, une mauvaise gouvernance qui amplifie les menaces du djihadisme, et les réponses que donnent ces mauvaises gouvernances sont contre-productives, puisque c'est la propagande, c'est la dilapidation des richesses du pays pour soutenir des milices, parce que quand on se sent menacé, il faut faire appel à des milices, et il faut faire appel à il faut engraisser, il faut couler dans dans le lobbyisme international, l'or, l'argent, les diamants, etc., etc. Donc nous sommes des défenseurs du monde multipolaire, et nous considérons que les racialistes néo-panafricanistes sont des détracteurs du mouvement multipolaire, et que nous espérons que ce prigoginisme, ce néo-panafricanisme, prigoginisme racialiste,
qui a des liens et des ramifications aux États-Unis, dans le Parti démocrate US, dans la franc-maçonnerie noire, les Black, les Prince Hall, des Black Shriner, des Black Lives Matter, de soi-disant de la Ligue de défense noire, et des ONG africaines, comme on va citer Abu Lahab au Cameroun, c'est quelqu'un, un détracteur de l'islam, on va pas le nommer, on va le désigner comme ça, Abu Lahab au Cameroun et consorts. Eh bien, ces gens-là n'ont rien à voir ni avec Nelson Mandela, ni avec Thomas Sankara, ni avec les combattants de la liberté. Donc, la propagande que nous voyons à grande échelle, vous avez vu, cette propagande, elle est concomitante aux propagandes qui ont été faites par le Parti démocrate qui n'est pas au pouvoir contre Trump, parce que Trump s'est attaqué à l'État profond. Trump s'est attaqué au Pentagone. Trump s'est attaqué à la CIA. Trump s'est attaqué au lobby transgenre. Donc, et tout cela sort, d'où cela sort du parti des soi-disant progressistes démocrates qui ont passé leur vie à faire des guerres dans le monde. Invasion de l'Irak, invasion de l'Afghanistan, etc., etc. Donc, ces gens-là, ils ont la capacité de mobiliser avec l'argent de l'Afrique. Et c'est pour cela que, comment dirais-je, nous vous donnons ces éléments de preuve, hein, que c'est un projet anti-musulman, parce qu'il faut se rappeler, il faut vous rappeler que quand on parle des néo-panafricanistes, leur objectif c'est d'écraser le leadership musulman en Afrique. Et toute cette propagande-là, qui part des États-Unis, qui part du Parti démocrate, qui part des sionistes noirs, des différentes loges maçonniques, qui part des kémites de la défense noire, qui part des Abu Lahab au Cameroun en Afrique, eh bien, un même objectif, c'est de tuer, d'écraser le leadership musulman en Afrique, parce qu'ils veulent quoi? Ce sont des pharaonistes. Ils veulent remplacer le leadership musulman en Afrique par le royaume du pharaon Kemet. Et donc cette propagande que nous voyons autour des consorts du Burkina Faso, pour ne pas les nommer, ils veulent nous créer un Kemet, c'est-à-dire un Djadjal, un antéchrist noir, qui va faire diversion pour honner à la barbe des savants, des personnes, des propagandistes qui n'ont pas d'œil, qui n'ont pas de savoir, qui n'ont pas le savoir théologique, qui sont des hooligans. Eh bien, ils font de la propagande pour nous donner au Burkina Faso, à travers des consorts, pour ne pas le nommer, un nouveau Djadjal, un nouveau antéchrist, un antéchrist lâche, parce que les villages du Burkina Faso, quand on est à la tête d'une armée, eh bien, on va défendre ses frontières, on va défendre ses villages. Et on nous dit que le village des consorts qui sont à la tête du Burkina Faso, ce village est occupé par les djihadistes. Et on est dans une période de coup d'État. Tous les 3 mois, il y a un coup d'État. C'est-à-dire, c'est de la propagande. Et nous allons vous le prouver par une vidéo. Et là où le bas blesse, c'est qu'au Burkina Faso, il y a des gradés, des généraux dont on a peur. Les consorts qui mènent la propagande, ils ont peur de ces généraux parce qu'ils ont une expérience militaire. Donc, ils sont enlevés, ils sont assassinés. Et donc, c'est-à-dire, la porte est ouverte pour les djihadistes, puisque les consorts qui sont au pouvoir, comme ils ont peur d'être renversés, ils commencent à éliminer les plus grands gradés qui pourraient défendre, l'intégrité territoriale du Burkina Faso. Donc, c'est de ce qu'il s'agit. C'est de ce qu'il s'agit aujourd'hui, et c'est pour cela que nous disons que, premièrement, derrière le néo-panafricanisme, la propagande, derrière cette propagande sert de couverture aux dictatures qui portent atteinte à l'image
du monde multipolaire et à l'image de l'alternative musulmane en Afrique. Cette propagande est là pour but de tromper l'opinion, pour essayer de réaliser ce plan qui est de créer de toutes pièces un faux héros, c'est-à-dire un djadjal, un kémet. Et donc vous voyez que toute cette propagande elle est dirigée contre les savants qui sont les héritiers des prophètes et la voix de la Oumma musulmane est étouffée aussi puisque les leaders, les imams, soit ils se taisent pour exister, soit ils sont contraints à l'exil, ou ils sont contraints pour leur survie de collaborer, avec des régimes comme nous le voyons, parce qu'il y a au Mali certains qui collaborent avec les régimes comme aussi au Burkina, et d'ailleurs nous savons qu'il y a des hypocrites dans l'islam. Les hypocrites, ils portent aussi l'habit musulman, ils sont aussi dans la mosquée, ils sont aussi dans la communauté. Mais en interne, ils font beaucoup plus de mal que ceux qui sont à l'extérieur de la communauté. Donc voilà en fait nos interventions pour dire que nous sommes dans une phase où l'or et les richesses de ces pays-là qui ont besoin de se développer part dans la propagande, dans, comment dirais-je, la logistique des milices, et les populations sont opprimées, les dirigeants sont opprimés, et voilà. Nous avons parlé du Parti démocrate, de son rôle dans cette propagande, parce qu'elle n'est plus au pouvoir. Et comment dirais-je, derrière ce Parti démocrate, il y a des lobbies noirs qui sont pro-sionistes, qui soient évangélistes ou autres. Et donc, c'est de ce dont il s'agit. Et donc, lorsqu'on parle du néo-panafricanisme, il ne faut pas confondre avec le panafricanisme vrai, de Lumumba, de Sankara, d'Amilcar Cabral, de Guevara, de Nelson Mandela, qui ont travaillé pour libérer l'Afrique de l'apartheid. C'est autre chose. C'est un mouvement racialiste qui veut remplacer la lutte de classe par la lutte des races. Et derrière ça, il y a les lobbies, il y a Black Lives Matter, il y a toute cette franc-maçonnerie noire de Prince Hall, etc., etc. Et d'ailleurs, nous avons vu que en réalité, ce projet de l'AES est important parce que c'est un projet de rupture avec la France-Afrique. Mais renseignez-vous, c'est que cette mauvaise gouvernance qui, comment dirais-je, qui déchante par rapport au projet de rupture multipolaire de l'AES, eh bien, ces pays-là sont en train de quémander l'aide de la Banque mondiale et du FMI. C'est-à-dire qu'ils sont en train de quémander l'aide aujourd'hui à l'heure actuelle d'être financée par le FMI et la Banque mondiale. Donc c'est pour comprendre que, en fait, le néo-panafricanisme a échoué, parce que ce n'est pas le vrai panafricanisme. Le vrai panafricanisme. Et donc, cette propagande-là, à qui profite le crime? Eh bien, c'est pour camoufler les coups de boutoir de la révolution du peuple. C'est pour camoufler aussi les coups de boutoir djihadistes qui mettent à mal l'armée burkinabé, qui est exsangue par une gouvernance incompétente, qui montre aujourd'hui un vrai visage tyrannique que les peuples dénoncent au Mali et aussi au Burkina, mais qui sont réduits au silence. Et ça ne tardera pas. Donc, il y a une vraie révolution en perspective. Et cette révolution, nous ne la situons pas dans une récupération occidentale. Cette révolution doit renforcer, cette révolution au Mali, cette révolution au Burkina doit renforcer
le mouvement multipolaire. Ce ne doit pas être une révolution réactionnaire pour revenir avec la France-Afrique. Non, c'est un mouvement d'épuration. C'est une machine à laver qui va épurer la mauvaise gouvernance, qui va épurer la réaction dictatorielle du racialisme, qui est contraire à la tolérance et l'humanisme de l'islam et du monde multipolaire qui se propose de donner au tiers-monde, au peuple afro-asiatique, une autre alternative que celle de l'Occident. Donc, c'est-à-dire que voilà, le but de la propagande, c'est ça. Et nous n'avons pas besoin d'un général yankee des États-Unis pour faire sortir ces personnes qui font du mal au monde multipolaire, à l'image du monde multipolaire et à l'image de l'islam. Et donc, c'est-à-dire que c'est la peur de la révolution des peuples et des dirigeants africains qui sont opprimés qui est la seule raison de la propagande des dictatures à Ouagadougou. Et donc, il faut savoir que, comme j'ai dit tout à l'heure, que l'armée burkinabé et les VDP, les volontaires qui n'ont pas d'expérience, sont en déroute face au djihadisme. Et pour ne pas me répéter, ces VDP commettent de lâches assassinats après leur défaite parce qu'ils massacrent les populations civiles sans discernement, les femmes enceintes, les vieillards, les bébés. Et il faut se renseigner par rapport à Human Rights Watch et tous les médias internationaux, notamment des ONG qui donnent l'information sur ce qui se passe à Al Jazeera. Donc on finance pour masquer tout cela et c'est prévisible d'un effondrement et cet effondrement, lorsqu'elle arrivera, eh bien ça va discréditer tout un pan de la jeunesse qui a été désislamisée, qui a été enrégimentée dans des propagandes racialistes, faussement panafricanistes, cette jeunesse qui a été utilisée, qu'on utilise aussi dans, comment dirais-je, sur les réseaux en tant que youtubeurs qui sont financés, eh bien cette jeunesse va déchanter. Et donc l'Afrique se trouve dans une situation catastrophique, puisque l'Afrique a besoin de développement, a besoin de bonne gouvernance, a besoin de conserver ses richesses. L'Afrique a besoin de la paix avec tous les pays africains, avec les pays d'Afrique du Nord, avec l'Algérie, avec tous ces pays. Et normalement, le développement de l'Afrique ne peut pas se faire dans le conflit. Et par conséquent, c'est pour cela que au Burkina, tous les 3 mois, on vous annonce un coup d'État. Mais c'est de la propagande. C'est de la propagande. Et nous allons essayer de vous le prouver, si nous le prouvons là, que cette propagande sur les coups d'État, elle a pour but de, comment dirais-je, de mobiliser les consciences sur une autre réalité que celle que les Burkinabés vivent. Et aussi, d'après les informations, que ces coups d'État, c'est des occasions pour arrêter des opposants, pour faire des purges, pour éliminer ceux qui gênent ces régimes dictatoriaux. Donc, malheureusement, c'est ce que nous vivons actuellement. Et que c'est vraiment grave et nous devons protéger. Voilà une autre vidéo de notre Burkinabé. Mais bien avant, je vais lire l'article 35 de la Déclaration des droits humains avant de donner mon message à Ibrahim Traoré. L'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dénonce que quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits, le plus indispensable des devoirs. Je m'en vais dire ainsi à Ibrahim Traoré de comprendre une seule chose. Le peuple peut rester silencieux longtemps quand le gouvernement essaie de faire l'effort de satisfaire ce peuple
essaie de faire l'effort de se comporter en humain. Mais malheureusement, nous constatons qu'Ibrahim Traoré veut se comporter en surhumain, où la mort de Burkinabé, où le deuil de Burkinabé ne l'affecte plus, ne le meut plus. Que de Burkinabé meurent 100 000 derrière lui, devant lui, il va continuer de faire comme si rien n'était. On a vu ici, ces derniers temps, les populations qui ont été massacrées. Et cette communauté qui a été indexée à travers un de ses discours, où il a laissé croire, laissé penser que ceux qui étaient considérés comme nos ennemis, qui sont appelés terroristes aujourd'hui au Burkina Faso, sont issus de cette communauté. Et en armant ces civils, aujourd'hui c'est les VDP qui sont sans formation correcte de militaires, se retournent piller ces populations en leur apportant la mort. Et ça continue. Depuis avant-hier, nous recevons des alertes qui montrent qu'à l'est, dans la province de Komandjari, que ça tue dans des villages. Et ce sont nos militaires qui sont à la tâche pour ces trucs. Mais on n'attend pas Ibrahim Traoré se prononcer là-dessus. On ne voit pas le procureur du Faso se prononcer là-dessus. Ce que Ibrahim Traoré trouve à nous dire aujourd'hui, tout ce qui l'importe, ce sont les billets de banque. C'est l'argent qui rentre dans les caisses de l'État qu'il peut puiser. Aujourd'hui, nourrir sa propagande et continuer de grossir et continuer de manipuler parce qu'avec l'argent, il achète des consciences, il achète même des intellectuels où il fait taire certaines personnes. Parce qu'on tue des gens, on enlève des civils, on enlève des militaires, on radie n'importe comment. Mais vous voyez que même le MBDHP ne penche pas. Le RELAC ne parle plus. Vous savez, toutes les organisations de défense des droits de l'homme aujourd'hui sont silencieuses. Oui, parce que la terreur a pris le dessus. Ibrahim Traoré est devenu aujourd'hui le terroriste de la ville qui terrorise les populations qui ne peuvent plus se prononcer. Nos libertés d'expression sont confisquées. Les médias sont contrôlés. Aujourd'hui, ils nous parlent du pillage maintenant des DAT. Mais ces DAT, comme on les appelle, les comptes bloqués de nos sociétés, de nos entreprises d'État, mais ce sont des Burkinabés qui ont travaillé dignement pour approvisionner ces comptes. Et ces comptes-là, c'est sur la base d'un contrat peut-être sur 20 ans, 15 ans, et ça va servir plutôt peut-être à développer ces entreprises ou à servir même à aider l'État. Mais pourquoi lui, Ibrahim, aujourd'hui, où nous voyons que l'exploitation de l'or a connu un certain essor, où lui-même, avec son premier ministre qui a été devant l'Assemblée législative, fait son discours sur l'état de la nation, nous disons que la croissance économique était à 1,5. Donc ça veut dire que tout va bien. Mais si tout allait bien, c'est qu'on doit être à mesure d'épargner comme il nous a fait croire l'an dernier, qu'ils ont réussi à mettre en stock 13 tonnes d'or. Et nous savions tous que c'était faux, c'était purement que de la propagande. On peut mettre 13 tonnes d'or en réserve, et pourquoi aujourd'hui aller vouloir casser un compte bloqué? Même en particulier quand on commence à s'intéresser à vouloir couper le contrat pour casser un compte bloqué, un DAT, c'est parce que certainement qu'on n'a plus d'économie à côté et qu'on n'arrive pas à s'en sortir et qu'on veut anticiper récupérer ces fonds. Alors, si l'État est en faillite, comme nous l'avons toujours dit, parce que les méthodes qu'Ibrahim Traoré utilise aujourd'hui, les menaces qu'il utilise envers les opérateurs économiques pour les soutirer de l'argent, qu'il utilise pour soutirer de l'argent aux entreprises. Et ça, il l'applique aussi aux civils, parce qu'avec ce supposé fonds de soutien patriotique qu'il a imposé au Burkinabé, parce que ça, c'est pas volontaire. Si c'était du volontariat, on allait permettre à chacun, chaque jour ou chaque mois, d'aller déposer ce qu'il pourrait déposer au trésor. Mais là, on impose des coupures sur nos salaires, mais à défaut de nous apporter des solutions à quoi nous attendons, qui est forcément la sécurité et la reconquête du territoire pour permettre aux Burkinabés de reprendre les activités. Donc, c'est-à-dire que nous ne faisons pas de l'information à partir de rien. L'information, elle ne vient pas ex nihilo, elle se base sur des faits. Donc, c'est pour cela que nous avons dit que le Centre islamologique africain caribéen, qui est un observatoire sur la réalité de l'Afrique et la réalité des Caraïbes et des Amériques, doit à travers nous intervenir pour informer des deux côtés, les populations non musulmanes et les communautés musulmanes qui sont importantes dans la Caraïbe. Et c'est un devoir que nous faisons, un devoir dans la logique critique, parce que nous donnons des informations pour que le microcosme politique, on va dire souverainiste, puisse comprendre les réalités. Par exemple, savoir que
quand on parle de l'Afrique, quand des individus viennent nous parler de l'Afrique, dans les Caraïbes, à travers le prisme du racialisme, et qu'on ne sait pas que quand on est dans le mouvement ouvrier en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, que les propres ouvriers burkinabés qui appartiennent au mouvement international des prolétaires, ouvriers, paysans, étudiants sont réprimés dans leur liberté. Donc, cette propagande empêche la mobilisation internationale des ouvriers, des paysans et des étudiants pour soutenir les ouvriers, les paysans, les étudiants du Mali qui sont victimes de la dictature. Donc, c'est déjà très très grave. Donc, si, les éléments du mouvement ouvrier guadeloupéens, guyanais ne sont pas au courant de ça, eh bien, ils vont faire fausse route. Ils vont dire, tiens, voilà, c'est des islamistes et tout ça. Et même, voyez en France, lorsque les musulmans sont menacés, la communauté musulmane est menacée par le racisme, toujours le même racisme, le racialisme, le nationalisme français extrémiste. La communauté, les 10 millions de musulmans en Europe, qui elles ont ces Mélenchon, c'est le parti de Mélenchon qui va soutenir les musulmans. Donc vous voyez qu'il y a un lien à faire dans la lutte contre un ennemi commun où aujourd'hui, vous voyez en France, Mélenchon va soutenir les musulmans et les musulmans en fonction de ça vont donner leur voix à Mélenchon contre le Front National. Et au niveau de la lutte sud-nord, le mouvement des ouvriers, des paysans, des étudiants doit se joindre aussi au mouvement musulman. Parce qu'ils luttent contre un même ennemi, c'est le sionisme et l'impérialisme. Donc si nous ne donnons pas ces informations pour nos frères en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, eh bien, ils ne comprendront pas ce qui se passe. Et que par conséquent, nous sommes victimes d'un colonialisme collectif, parce que ce n'est pas la France seulement qui nous colonise. La France a intégré nos îles de la Caraïbe, que ce soit anglophones ou françaises, ou dans l'océan Indien, l'océan Pacifique, dans la mer Caraïbe, dans la géopolitique de Bruxelles, de Paris, de Strasbourg et de l'Union européenne. Donc nous, pour nous libérer de cette réalité, il faut qu'on soit dans une solidarité globale, collective. Ce n'est pas que chaque parti, chaque groupe va chercher à faire son buzz, son panache, non. À l'exemple de la solidarité autour de la Palestine, vous avez vu que toutes les religions, toutes les catégories, qu'ils soient chrétiennes, musulmanes, adventistes, dans le monde, ils se réunissent dans le monde par rapport à la solidarité à la Palestine. Donc, notre processus de libération en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, dans tous ces pays-là, l'océan Indien, l'océan Pacifique, la mer Caraïbe, elle doit, elle doit être en phase internationalisée la décolonisation des dernières colonies, comme la Palestine. Et pour cela, il faut que les acteurs sur le terrain en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, en Nouvelle-Calédonie, en Kanaki, en Polynésie, ils parlent le même langage parce qu'ils ont l'infusion idéologique de la réalité mondiale pour la comprendre. Donc nous ne pouvons pas nous taire sur ce qui se passe au Mali et au Burkina Faso alors que nous avons besoin de l'Afrique. Nous avons besoin de coopérer avec une Afrique libre et unie. Parce que nous voulons sortir de l'intégration de la géopolitique, du colonialisme collectif européen pour rentrer dans une autre géopolitique du monde multipolaire et de l'Afrique libre pour notre développement, pour notre industrialisation. Donc le Centre islamologique africain caribéen, il a un double rôle d'informer des deux côtés, les musulmans et
et le peuple non-musulman, puisque nous avons vous donné des chiffres, en Amérique du Sud, il y a 600 millions d'habitants. Sur 600 millions d'habitants, vous avez 18 millions de musulmans arabes qui viennent de l'immigration. Et vous avez à peu près plus de 60 à 80 millions de communautés musulmanes minoritaires. 80 millions depuis l'Amérique du Nord, les Caraïbes, toutes ces... Donc nous avons un devoir d'information. Ce n'est pas les médias mainstream, les télévisions en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, qui sont la voix du colonialisme collectif européen, qui vont donner ces informations pour que les militants et les dirigeants savent que nous devons mener une lutte commune, que nous soyons musulmans ou non musulmans, face à un ennemi commun qui détruit l'humanité, qui détruit la famille, qui détruit le couple, avec toutes ces théories du genre, mariage homosexuel, changement de sexe. C'est un système, c'est ça le système des oligarchies capitalistes qui détruit l'humanité. Et nous avons face à ça, pour les gens qui ne savent pas, il y a deux alternatives qui se battent en même temps au niveau mondial que nous devons reconnaître. C'est l'islam et le monde multipolaire qui veulent changer la réalité du monde. Face à, comment dirais-je, au déclin de la social-démocratie, avec leur laïcité, avec la dictature démocratique. Nous sommes, les gens ne comprennent pas, nous sommes dans une occupation. La France a été occupée par les Allemands. Est-ce qu'on pouvait faire des élections? Est-ce que Vichy et comment dirais-je, et l'Allemagne qui occupait la France pouvaient faire des élections municipales, des élections de la CTM, des élections régionales dans une France occupée? Non, il y avait la résistance du général de Gaulle. Nous sommes dans une occupation d'un colonialisme collectif européen, puis nous parlons d'élections, qui valide en quelque sorte une élection municipale, une élection régionale, une élection dans la France occupée de Pétain et de Hitler validait l'occupation. Donc une élection en territoire occupé par un colonialisme collectif valide le statut d'occupation. Donc c'est pour cela que notre information elle est efficiente pour faire comprendre au monde, parce que nous sommes dans un monde, avec le cyberespace, le monde est devenu un seul village. Donc nous devons communiquer avec nos frères arabes, nos frères musulmans, nos frères africains, nos frères asiatiques, nos frères afro-asiatiques, nos frères caribéens, nos frères sud-américains. Et c'est ça notre travail. Et donc, nous avons des recherches à notre actif, nous avons des écrits, des articles, c'est pour ça que nous sollicitons les éditeurs arabes en France, parce que nous avons divers livres manuscrits à éditer, notamment des travaux très importants que nous faisons. Nous avons beaucoup de travaux à faire où nous parlons de l'égyptianisme, du kémitisme, du nationalisme, qui est le shirk, l'idolâtrie. C'est un grand danger des religions raciales, d'associer des partenaires à Allah, et les objectifs du néo-panafricanisme, qui donc de l'égyptianisme, de l'afrocentrisme, c'est le conflit. Et nous sommes en plein dans cette réalité en Afrique. Nous sommes en plein dans cette réalité avec le kémitisme, le faux panafricanisme. Et donc, par conséquent, il faut un niveau, très modestement, nous portons une contribution, et nous allons conclure sur cela, et nous l'avons dit dans un article, nous portons une contribution à, comment dirais-je, à l'avancement de la lutte. Et pour cela, il faut avoir une certaine expertise. Il faut avoir une certaine expertise, c'est pas seulement faire la prière. C'est pas seulement faire la prière, le ramadan. Il faut avoir une certaine expertise pour brasser ces réalités. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Et donc, nous avons
nous allons conclure sur cela, cette intervention. Nous avons sorti, comment dirais-je, nous avons sorti un article, nous disons, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu le clément et miséricordieux, Amir bil Ma'ruf Nayanil Munkar, ça veut dire l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Voilà la ligne, que vous soyez musulman ou non musulman, votre travail à amal dans la société, sur le plan social, moral, culturel, économique et politique, c'est recommander le bien, interdire le mal. Puisque les savants disent que pour l'islam, que c'est toute la science. L'islam, tout ce qui n'est pas interdit de la connaissance humaine, l'islam le récupère. Qu'il soit en Russie, en Chine, je sais pas, dans toute l'humanité. Tout ce qui est bien pour l'humanité, l'islam le récupère. Et donc, nous faisions cet article, position du Saint-Coran et du prophète de l'islam, la théologie, les faits et analyses de la réalité doivent se conjuguer pour éclairer sur la nature des événements qui assaillent le monde. Il y a beaucoup d'événements qui assaillent le monde, qui assaillent nous Caribéens, nous Sud-Américains, mais ce n'est pas la télévision coloniale européenne qui va nous informer sur ces éléments. C'est pas dans leur intérêt. Et donc, nous disions que il faut un effort. Il faut que chacun fasse un effort de réflexion modeste. Et donc, en conjonction, en concertation avec les savants et les dirigeants politiques pour le rétablissement des normes. C'est-à-dire que l'usage de la violence ne résout aucun problème. La violence ne résout aucun problème. Bien au contraire. Et donc, c'est cette problématique de l'islam pour notre avenir et du monde multipolaire qui combattent dans un même sens pour proposer à l'humanité un autre type de société. Et donc, et lorsqu'on est dans cette dynamique, on est engagé dans une contribution universelle sans discrimination par rapport à l'effort de réflexion, par rapport à la logique critique impartiale. Parce que nous ne devons pas prendre parti pour... Non, nous avons dit que nous défendons l'image de l'islam et l'image du monde multipolaire terni par des dictatures. Donc, effection dans la logique critique impartiale en Afrique de l'Ouest, comme nous l'avons fait pour le Mali et pour le Burkina Faso, et en général, en Afrique, notre continent béni. Pourquoi? Parce que nous sommes face à l'image de l'Occident et de l'Occident décadent et de la social-démocratie. Et quelle alternative face à ça? C'est ce que propose le monde multipolaire et l'islam. Voilà l'alternative. Et cette alternative suscite l'espoir des peuples qui sont non musulmans et des peuples musulmans sur la planète. Et c'est la raison pour laquelle la justice et la véracité dans les pratiques sociétales, étatiques, encouragent, au regard de l'opinion, Tisson, tout un chacun, encourage l'opinion des peuples et des nations à croire au devoir de tout un chacun de militer de manière participative à l'avènement d'un monde meilleur, d'un monde global meilleur. Et toutes les empreintes sociétales et étatiques d'injustice ou de dictature et de racisme ou de corruption sur la terre, tel qu'il est dit dans la Révélation, vont desservir le bien fondé de la cause existentielle au regard de l'opinion des peuples et des nations qui croient au changement et qui croient un monde meilleur autre que celui de l'Occident de la social-démocratie. Et nous disons que c'est la raison pour laquelle les pôles étatiques, sous la direction des dirigeants qui croient à l'islam et aux promesses du monde multipolaire, ils devraient être exemplaires dans le traitement de l'humain, de l'homme, de la justice, de la justice sociétale et des affaires communes de nos peuples.
Tout le contraire serait problématique, serait préjudiciable pour le changement attendu, au risque d'argumenter les faussetés de l'Occident et de la social-démocratie dégénérée qui s'efforce de tromper la vigilance de l'opinion globale à faire croire que les Occidentaux représentent exclusivement à eux seuls le monde civilisé et le modèle et que tous les autres sont contraires à la barbarie. Les autres peuples non européens représentent la barbarie en dehors de l'histoire. Donc c'est pour cela que nous sommes dans ce que nous appelons, comment dirais-je, cette réalité de logique critique. La réflexion logique critique pour la réussite du projet de l'islam et du monde multipolaire ne doit épargner les déviances de quiconque en toute matière. Et c'est pourquoi nos consciences devraient, se soustraire, ne devraient pas se soustraire de nos propres introspections. Nous devons faire notre autocritique. Tawakul, nous devons revenir sur nous-mêmes. Nous devons revenir sur les fautes, les erreurs que nous faisons, le mal que nous faisons au niveau individuel et au niveau collectif, le mal que nous faisons au peuple avec la corruption, avec le racisme, avec la dictature. Et donc, faire ce rétroviseur, cette réintrospection pour nous réinitialiser dans une perspective, pour nous mettre dans la bonne perspective de changement. Et cela sert à rien. Vous soignez, si vous avez une maladie, on vous dit que, bon, voilà, vous allez au laboratoire, on vous dit que vous avez une tumeur maligne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pas se retourner contre le laboratoire ou le médecin qui vous a prescrit cette ordonnance. Il faut vous retourner contre vous-même. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rapidement faire une intervention chirurgicale pour empêcher que le cancer qu'on vous a prescrit puisse se développer, puisse vous tuer, puisque votre ennemi, c'est la maladie. Votre véritable ennemi, c'est la maladie, qui est sournoise, qui est là, qui ne se manifeste pas et qui vous tue. Donc, par conséquent, nous sommes en face d'une réalité. Il ne faut pas cacher la vérité. Il ne faut pas cacher la vérité. Parce que si vous cachez la vérité, eh bien, c'est comme la maladie, elle va vous tuer. Donc, la propagande qui cache ce qui se passe au Burkina, tout cela dont j'ai dit, eh bien, c'est une propagande qui tue le mouvement multipolaire et qui tue le projet de l'islam. Parce qu'on dit, ah ben voilà, c'est musulman. Oui, il est musulman parce qu'il a un boubou, une djellaba sur lui. Il a une chéchia dans sa tête. Et il commet le mal, le pire. Donc c'est pour ça que, en fait, nous avons des ouvrages que nous publions dans Collection musulmane littéraire caribéenne. Nous avons développé un concept science politique Bokai qui s'inspire des révélations, puisque toute la politique, comme dit Al-Ghazali, vient des livres sacrés et des sentences des prophètes. Et donc le Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane, il n'est pas uniquement dans le cultuel, il est dans le savoir. Parce que que vous alliez en Égypte, en Algérie, en Afrique, il y a une réalité contextuelle que les savants y développent. Mais nous avons une collection musulmane littéraire caribéenne